on participait aux réunions politiques. J'étais à Takwame avec mes amis. Et en ce moment-là, il y a eu les élections présidentielles de 93 avec le Code 2 à l'époque, avec le candidat unique qui a suscité beaucoup de polémiques, Feu Demkodjo. Et nous étions au stade à Takwame quand la coalition de l'opposition devait arriver faire son meeting avec l'hélicoptère. Je m'en souviens comme hier, l'hélicoptère que Edem Kodjo Ninevi avait utilisé. Ils étaient à bord d'un hélicoptère. Et c'est à Takwame aussi que le Code 2 avait mis fin à sa campagne pour les élections présidentielles. Quand le meeting s'est passé à Takwame, ils sont partis et ils ont annoncé que le Code 2 se retirait des élections. C'était en 93. Finalement, Eyadema est allé sur les élections et il est sorti vainqueur. C'était en 93. Et donc, c'est des faits que j'ai vécu parce que j'étais au stade et tout. On était très jeunes déjà, mais déjà très, très engagés et tout. On était là. Et je me souviens que quand le Code 2 a fini son meeting, il est parti, Eyadema est venu sur le terrain d'Atakwame là-bas. Il y a eu une grande pluie. Eyadema n'a pas pu tenir son meeting. Il est reparti avec ses militants. On a crié sur eux et Dipo à l'époque. Ensuite, il y a eu les élections municipales et les élections législatives de 94. Avec l'UTD et le CA qui ont eu la majorité. Et tout le monde sait ce qui s'est passé juste après ces élections il y avait Adani fait, merci, et ces élections de 94. Ensuite, il y a eu les élections de 98. De toutes les élections présidentielles qu'on a eues, les élections de 98 étaient les élections plus ou moins les plus propres. 98. On était dans les bureaux de vote. On était déjà étudiants dans les bureaux de vote. Et les élections de 98 étaient les plus ou moins propres. Parce qu'en 98, c'est les résultats en fait qu'ils ont renversés. Donc, on était déjà étudiants, on était dans les bureaux de vote et on a vu comment l'UFC à l'époque a fait le razzia. Jésus-Christ Olympio, partout, Jésus-Christ Olympio, sur l'ensemble du territoire. C'était, même dans les casernes, c'était terrible. Et donc, je suis convaincu que si on avait donné les vrais résultats, Jésus-Christ devait être peut-être 78% contre peut-être 15% ou quelque chose pour Eyadema. Et on était tellement heureux ce jour-là, quand on est sorti des bureaux de vote, on dansait, on était tellement contents. Et quelques heures après, patatras, on nous apprend que Awa Nana, qui était la présidente de la CENI, a démissionné, ou elle a fui, ou quelque chose comme ça, et que la proclamation des résultats était compromise. On en était là, quand le ministre de l'Intérieur, donc à l'époque le général Seyid Memen, prend le contrôle du processus électoral, et proclame les résultats que Eyadema a gagné à 52,13%. Comme le chiffre 13 était tellement important pour Eyadema, il avait insisté qu'on ajoute les 13% au 52%. Et plus tard, on apprend que, en fait, quand Memen reprend le processus, il va voir Eyadema Lomé 2, ils font une réunion, et Memen dit Jésus-Christ a tellement pris de l'avance, il a tellement gagné, il a tellement écrasé le RPT que ils vont s'arranger pour qu'ils aillent au deuxième tour. Et Eyadema dit, il n'en est pas question, que lui, il veut gagner au premier tour, un coup KO. Et donc, Memen a fait, je ne sais pas comment dire, a fait les gymnastiques pour trouver à Eyadema 52,13%. Donc, entre-temps, Awa Nana, on ne sait pas si c'est elle-même qui a démissionné, s'ils l'ont effrayé. En tout cas, c'est des hypothèses qui sont là, puisqu'elle est revenue dans le système. Il y a toutes formes d'hypothèses. Donc, Memen, il proclame les résultats que Eyadema a gagné 52,13% et naturellement, il y a eu des manifestations et tout ça. Jésus-Christ fait une déclaration et il n'est pas d'accord, il était hors du pays, il dit je vais lancer la guérilla politique et voilà. On était tout contents pour la guérilla politique, on était mobilisés, on était dans les réunions, on attendait juste le mot d'ordre. Nous sommes en 98. En 99, donc, comme il y a une crise dans le pays, Chirac vient au Togo. Chirac est arrivé à Lomé
évidemment au secours de son ami Yadema. Et quand Chirac arrive, Chirac a dormi à l'ambassade, nous étions là-bas au 2 février, comme les jeunes, mobilisés, les militants à l'époque, on était là-bas pour protester, Chirac était là. Et Jésus-Christ avait exigé à voir Eyadema seul, que s'il y a un problème, il va voir Eyadema seul. Et les autres responsables de l'opposition s'en ont offusqué, ils en étaient offusqués en disant oui, pourquoi il va dire qu'il veut voir Eyadema seul à seul, c'est comme il est en train de les marginaliser. Et je me rappelle que Feu Natchaba disait non, qu'il n'y a pas de privilège pour Jésus-Christ, il doit venir et écouter tout le monde. Et donc, il y a eu, à l'issue de la rencontre là, il y a eu l'accord 4 de Lomé. C'est différent de l'accord politique global. L'accord 4 de Lomé, 99. L'accord 4 de Lomé. Et Yadema avait pris l'engagement qu'il donnait sa parole de militaire à Chirac et qu'il ne se présentait plus à la prochaine élection, c'est-à-dire en 2023. Nous étions là. On était très jeunes, mais on était là, on était mobilisés. On était là, on a vu tout ça. À partir de 1998, lorsque le régime a été désavoué en 1998, majoritairement désavoué en 1998, et Yadema a compris que les élections étaient devenues quelque chose de très dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait modifier progressivement les tests qui régissent les élections pour reprendre le contrôle de tout l'appareil d'organisation des élections. Donc, ils ont commencé par faire des petites modifications. Donc, l'accord 4 de Lomé donnait Eyadema partant en 2020, à la fin de son mandat. Il a donné sa parole de militaire à Chirac. Donc, en 2021, non, je parle de 2003. Donc, en 2003, voilà, excusez-moi, on était en 2001 que les velléités de non-respect de l'accord 4 de Lomé ont commencé par surgir. Il y avait même un blocage avec une histoire de 4/5e à la CENI, tout ça, il y a des gens qui devaient trancher et tout. Ça a créé une tension entre la classe politique. À partir de 2001 ou 2000, il y avait des velléités de remettre en cause cet accord-là et notamment la parole d'Eyadema. C'est Natchaba qui avait commencé par sonner l'alerte, à donner les premiers signes. Et à l'époque, en 2000, fin 2001, il faut que je retrouve la date, Eyadema était à une conférence de l'Union africaine en Afrique du Sud. Et Agbeyome et Natchaba ont organisé une journée de réflexion à l'IFA de Tové, à Kpalimé, à l'IFA de Tové. Et donc, à l'issue de cette journée de réflexion, ils ont fait une sortie pour dire que Eyadema devait être candidat en 2003. Il n'était pas question pour Eyadema de quitter le pouvoir. Donc, ils remettaient clairement en cause la parole de militaire d'Eyadema et les acquis de l'accord 4 de Lomé. Alors, Eyadema se trouvant en Afrique du Sud, il a été immédiatement pris en partie par RFI, je pense que c'était Christophe Babouvier ou bien Jean-Karim Fall, qui avait pris Eyadema directement pour dire, mais comment se fait-il que il est en train de remettre en cause la parole qu'il a donnée à Chirac en 1999, quand Chirac était de passage à Lomé. Eyadema répond que ce que Agbeyome et Natchaba faisaient à Lomé n'engage que ces deux-là, que ça n'engageait pas. Et nous, on surveillait tout ça de très près. À l'approche de 2002, en ce temps, Agbeyome devient Premier ministre, Agbeyome était Premier ministre, Natchaba était président de l'Assemblée. Nous, on avait les informations comme quoi ils voulaient faire les modifications et passer en force. On a informé nos grands frères, qui sont des leaders. On allait les voir, on a vu des gens, je ne veux pas citer des noms. On a fait des délégations de jeunes, on allait les voir pour dire, nous, on veut aller dans la rue pour affronter ces gens-là. Ce n'est pas possible. Nos grands frères nous ont dit non, qu'il y a des gens, ils ne vont jamais modifier la Constitution. D'aller dormir, qu'eux, ils sont là, qu'il y a des gens ne fera rien. Qu'ils ont même s'il faut là, ils ont même des choses que nous ne sait pas. On était tellement contents, on est reparti. On était en plein décembre
En préparant les fêtes nationales, quand les gens du RPT sont allés à l'Assemblée, ils ont modifié la Constitution. Vous voyez? Ils ont modifié la Constitution. Donc, quand ils ont modifié la Constitution, ils ont modifié les dispositions de la CENI et tout. Ils ont fait les élections de 2003. Les élections de 2003, 31 décembre 2002, merci maître. Les élections de 2003, on était très impliqués dedans. Boba Kitani était candidat, Jésus-Christ n'était plus candidat. Et les élections de 2003, on a fait la campagne et tout. Et moi, j'étais au QG où on a centralisé les résultats avec des amis que je ne veux pas citer ici. On était dans une villa à côté de la pharmacie pour tous. Je ne veux pas indiquer la villa, mais elle est juste à côté de la pharmacie pour tous, en descendant de la lagune. Et on était là-bas sous l'autorité de M. André Kovi, qui était un responsable du parti et tout. C'est lui qui coordonnait tout ça. Nous, on était là pour aller recueillir les PV, les saisir et tout. On était là on était là-bas avec la grande sœur de Jésus-Christ Olympio, Rosita. Et voilà, c'est ça, je pense, la femme de Amerdine. Elle a passé 48 heures avec nous là-bas. On est resté dans la nuit. On a fait plusieurs jours là-bas. On sortait de la maison discrètement. On allait chercher les PV à la station d'essence qui est au bas de la lagune. Donc les gens qui devaient nous amener les PV, ils nous apportaient les PV. Et on leur indiquait la station là-bas. On prenait les PV. On faisait semblant de changer de route pour que la personne ne sache pas dans quelle maison on rentre. Et on rentre et on saisissait les PV. Donc, on était mobilisés, organisés. Et on avait les résultats, plus ou moins, on savait ce qui s'est passé. Mais le RPT, avec les militaires, avec tout leur appareil, ils ont proclamé les résultats. Il ne s'est rien passé. J'étais dans ce QG-là pour la centralisation des résultats. Avec M. André Kovi, qui était d'ailleurs mon professeur à l'université, la grande sœur de Jésus-Christ Olympio, Rosita, et il y a d'autres personnes qui venaient nous voir là-bas. On était là-bas. Et donc, ils ont proclamé les résultats, il ne s'est rien passé. On a crié. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. 2005, donc c'était la première participation aux élections de Boba Kitani. 2005. Et Adema meurt, tout ce qui s'est passé, il y a une coalition qui naît, on choisit Boba Kitani, on va en campagne. On part, on va partout, au nord, Sokoré, partout. On a fait un meeting incroyable à Sokoré. Toute la ville était mobilisée. On est arrivé, il n'y avait pas de place pour rentrer au terrain. Le meeting était mouse. Et le soir, alors qu'on n'avait pas encore quitté la ville, on a été attaqué par les miliciens de Folie Basie, le ministre. La nuit, les miliciens sont rentrés dans les maisons pour attaquer tous ceux qui sont venus. On a dû fuir la nuit là, Sokoré. Les gens étaient blessés, les gens étaient machetés, tout ça pour rentrer à Takwame et après rentrer à Lomé. On arrive à Lomé et on finit les élections. Naturellement, les résultats étaient en faveur de Boba Kitani. Mais le RPT a sorti l'armée. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2005. Un massacre pas possible. Entre-temps, il y avait le ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Et voilà, un massacre pas possible. Et Boba Kitani, qui était lui-même recherché, s'était retranché quelque part dans un maquis où il a fait un message en disant: chers Togolais, mes chers compatriotes, votre président vous parle. C'est la seule chose qu'il a dit. Et depuis, il a fait tellement de temps dans le maquis avant de sortir que les résultats ont été volés. Je suis en train de faire l'historique des faits auxquels moi j'ai participé. Et donc, il a fait sa déclaration, votre président vous parle, et plus personne ne l'a vu. Ils ont massacré les gens. Et dans ces massacres-là, nous sommes ressortis après, puisqu'il y a eu des résistances à Épée, tout ça, on est ressortis pour aller au secours des gens. J'étais avec un grand frère pasteur, il est un grand responsable d'une église aujourd'hui. J'ai toujours travaillé avec lui pendant longtemps. On est parti à Néron. Quand on allait à Néron, il y avait des barrières partout, il y avait des troncs d'arbres sur la route, partout. Mais il y avait une partie qui avait été déjà dégagée parce que Folie Basie est devenu ministre de l'Intérieur. Il y avait plusieurs parties qui ont été dégagées. On est arrivé à Néron. Et quand on arrive à Néron, on va chez le roi Lawson.
Et il nous raconte comment il était agressé, comment ils sont rentrés dans la maison, ils ont cassé les choses et tout et tout. Et des gens qu'il connaissait, des gens qui venaient manger chez lui, qui sont venus l'agresser et tout et tout. Et parce qu'on avait du matériel, de la nourriture pour aller au secours des gens qui sont blessés. Donc on quitte le roi et on franchit la frontière, on va à Komé. À Komé, c'était les premiers arrivants de tous ceux qui ont fui les massacres, tout ça. Les premiers arrivants qui étaient à Komé, sur le terrain de Komé là-bas. Les gens étaient pleins là-bas. Les femmes avec les enfants qui pleuraient, les blessés et tout et tout et tout. Avec le pasteur et son équipe, on est venu, on a aidé les gens, on a donné de la nourriture, on a fait tout. Et comme Komé débordait, on a envoyé d'autres personnes à Agamé, ceux qui connaissent le Bénin, à Agamé. Donc on a poursuivi le chemin, on est allé à Agamé. On arrive à Agamé. La terre était encore très fraîche. Et dit, et là où on logeait les Togolais qui avaient fui les violences, il y avait des palmeraies. Catapillas et des tuyaux, il y avait les catapillas qui renversaient les palmeraies, les palmiers, pour qu'on puisse installer les réfugiés, les gens qui ont fui. Donc, il avait plu. J'étais là-bas avec mon frère pasteur dont je parlais. Je ne veux pas citer son nom. On était là-bas, les blessés ne continuaient pas à arriver. Les gens avaient les jambes cassées, des balles dans les trucs, les pieds cassés, tout ça. Des gens en sont morts là-bas. On a passé 48 heures là-bas à aider les gens pour les premiers trucs là. On a aidé beaucoup de gens. J'étais là quand on dressait les tentes. Le HCR est arrivé, la Croix-Rouge, on prenait les gens en charge. Dans une palmeraie, j'ai vécu ça, dans une palmeraie, on était en train d'abattre les palmiers pour installer les gens. J'étais là-bas, c'est des faits que j'ai vécu. Donc, on a fait là-bas. Et oui, c'est vers le Kossa. On a pris la route, on est parti de Komé, on est allé vers le Kossa. Le village s'appelle Agamé. Village ou ville, bon, en tout cas, ça s'appelle Agamé. On est allé là-bas. On a aidé beaucoup de gens. Après, il y a eu plein d'autres personnes, et la diaspora, qui ont envoyé des moyens pour secourir les gens. Et après 2005, on a vu ce qui s'est passé. Fora pour le pouvoir dans le sang. Et après, il y a eu cette histoire de dialogue qui a mené l'accord politique global. Donc l'accord politique global est différent de l'accord cadre. L'accord cadre, c'était 1999. L'accord politique global, c'était en août 2005 ou 2006. Et donc, depuis 1998, le régime s'est activé je sais pas comment l'expression m'échappe. Le régime s'est employé à verrouiller le système électoral. Ils ont substantiellement modifié la CENI. Avant la CENI, on disait oui, pour le bureau de la CENI, le président, si le président du RPT, le vice-président est de l'opposition. Si le président est de l'opposition, le vice-président est du RPT. Mais il n'y a jamais eu de président de l'opposition à la CENI. Jamais. Après, ils ont dit oui. Après, ils ont fait des recompositions. Après le dialogue, ils ont dit oui, on va insérer les sociétés civiles, on va mettre les représentants de l'administration. Société civile, c'est le RPT qui gérait tout ça. On dit oui, un membre de la société civile de l'opposition, un membre de la société civile du régime. Après, tu te retrouves avec un militant du régime à la tête de la CENI, on vous dit qu'il est de la société civile. Ou bien on vous dit un membre de l'administration. Le membre de l'administration, on vous dit qu'il est neutre. Et pourtant, c'est un militant de l'UNIR. C'est comme ça que les Poto Péré sont devenus présidents de la CENI pour proclamer des faux résultats. Poto Péré qu'on a présenté comme membre de l'administration et tout ça, que le RPT fait tout pour placer des gens comme ça. Si ce n'est pas eux directement, ils placent quelqu'un qui disent que c'est un membre de la société civile, alors que ce membre de la société civile, c'est un de leurs gars. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié substantiellement les CENI, les CELI. Les CELI, avant, étaient dirigés soit par l'opposition, soit par le pouvoir, par le jeu. Mais ils ont remplacé, ils ont dit, désormais, tous les présidents des CELI doivent être des magistrats. Sachant que c'est eux qui désignent ces magistrats-là. Sachant que c'est eux qui désignent ces magistrats et ils désignent généralement les magistrats qui leur sont favorables. Je vous décris des choses pour que vous voyez tout le parcours qu'on a fait dans les élections. Donc, ils
choisissent les magistrats, et souvent les magistrats, c'est leurs propres militants. Donc, vous allez voir, à 2 ans d'une élection, ils font l'affectation des magistrats, et puis selon les zones, ils affectent les magistrats, ils mettent leurs gars dans les préfectures les plus sensibles, là où ils peuvent perdre les élections. Donc, 2005, ça s'est passé comme ça s'est passé. Oh, il y a eu l'accord politique global. Je ne veux pas parler des élections législatives, je parle des présidentielles. Il y a eu l'accord politique global, géré par Agbagbo, devenu Premier ministre, à la place d'Edem Kodjo. Il y a eu des problèmes et tout et tout. On arrive en 2010. 2010, le FRAC. Le FRAC, qui a été créé à Paris et qui a porté une candidature. On va aux élections 2010. Là aussi, le peuple était encore très mobilisé. Les gens se sont organisés. On va aux élections. Le RPT qui a verrouillé le système, il fait ses magouilles, il proclame les résultats qu'il veut. La seule chose qui nous restait, c'est d'aller dans la rue. On a marché dans la rue au moins 4 ans, ou 3 ans et demi. Ben, quand j'ai dit la place, on a marché dans la rue. À un moment donné, les gens ont commencé par... les marchés ont commencé par ne plus emballer tout le monde. Alors qu'au départ, on était nombreux, et puis après, on a commencé par être petit à petit, les gens ont commencé par quitter les rangs. C'est des choses que j'ai vécues. Maintenant, 2015, je n'étais pas trop impliqué dedans, mais j'ai vu ça de loin. 2015, là aussi, il y a eu une élection qui a mobilisé les Togolais. Le QG de l'opposition était à Ablogame. Le QG de l'opposition était là-bas, à Ablogame. Les gens étaient très mobilisés. Tous les partis, le QG était là-bas. On fait les élections. Quand on finit les élections, les gens vont au QG là-bas. Les gens étaient mobilisés partout. Les gens attendaient juste un mot d'ordre. Les gens étaient mobilisés. Il y avait un drapeau qu'on a implanté sur le QG là-bas. Tous les leaders étaient là-bas. Les gens attendaient juste un mot d'ordre. Pour aller dans la rue contre les fraudeurs, les gens attendaient juste un mot d'ordre. Il y avait des milliers de personnes à Ablogame là-bas. Le mot d'ordre n'est jamais venu. À part que les leaders, ils sortaient au balcon, ils faisaient comme ça, et la poule faisait waouh. Et puis les leaders retournaient dans la chambre, dans le bâtiment. Le mot d'ordre n'est jamais venu. Le mot d'ordre n'est jamais venu. Les gens aussi, à force de se rassembler là-bas, ont commencé par se disperser petit à petit, petit à petit, petit à petit, et puis chiot. Le RPT a gardé sa chose. 2020, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça pour dire que... Parce qu'il y a un débat, depuis que j'ai fait le live la dernière fois, les gens disent, ouais, Ferdinand, ce n'est pas avec les élections qu'on déconstruit une dictature. La dictature se déconstruit tous les jours par la dénonciation, par les effets tous les jours. La dictature se déconstruit tous les jours par la lutte contre l'arbitraire, les injustices, la déconstruction, la corruption, les dossiers. C'est ça qui déconstruit la dictature. Les élections n'ont jamais déconstruit une dictature. Yoweri Museveni, ce week-end, vous avez vu, il vient de prendre un 7e mandat. Le petit opposant Bobi Wine là, il a fui, il est quelque part. Il a fait une vidéo, il a balancé. Personne n'est sorti. Il a fui. Et quand vous voyez la manière dont le système a verrouillé tout, en 2010 par exemple, quand il y avait des problèmes dans la proclamation des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Bodjona a pris l'avion, il est parti au nord. Il a rassemblé tous les bulletins de vote. Chez le président des CELI, il a ramassé tous les bulletins de vote. Et c'est en ramenant à Lomé qu'ils ont modifié les résultats. Et Bodjona a donné les résultats en direct. À Togo 2000 là-bas. C'est là-bas ils ont mis les militaires. Ils ont sécurisé la zone, les militaires. Et Bodjona a donné les résultats en live sur les médias. Il dit, bureau de vote, temps, préfecture de Kanté, machin. Il donne les résultats. Vous avez écouté, non? En 2010, ou je me trompe, c'est en 2010 que Bodjona est parti avec l'avion ramasser les PV au nord. Il est revenu. Dès qu'ils ont atterri à l'aéroport, comme Togo 2000 est derrière l'aéroport, ils ont amené ça derrière l'aéroport là-bas. Et puis il a donné les résultats. Il ne s'est rien passé. Donc,
Le système, aujourd'hui, a tellement verrouillé le circuit des élections que 1000 fois vous irez aux élections avec eux, 1000 fois ils donneront les résultats qu'ils veulent. En sachant que beaucoup de gens participent à cette mascarade-là. Aujourd'hui, 40%, écoutez-moi très bien, aujourd'hui, 40% pratiquement des chefs traditionnels au Togo, 40% des chefs traditionnels au Togo sont des anciens militaires. Aujourd'hui, 40% des chefs traditionnels au Togo sont des anciens militaires. Comment on arrive à les imposer? Ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale. C'est le ministère de l'administration territoriale avec la chefferie traditionnelle qui sème la zizanie dans les familles et qui impose les chefs traditionnels. Ou qui impose les chefs qui leur sont favorables. Actuellement, il y a un grand conflit dans la maison de Lawson à Anéron, avec un choix qui a été fait et qui divise la famille et qui est appuyé par le ministère de l'administration territoriale. Et donc, ces militaires qui sont des chefs traditionnels, qui ont été soit gendarmes, militaires ou policiers, ils sont en même temps des chefs traditionnels, mais ils deviennent des prolongements du régime. Ils sont soit des agents de renseignement dans les villages. Pendant les élections, on leur donne des ordres et ils appliquent ces ordres-là comme s'ils étaient encore en fonction. Est-ce que vous le savez? C'est dans la maison de certains chefs traditionnels qu'on bourre les urnes pendant les élections. Vous savez ça? C'est dans la maison de certains chefs traditionnels qu'on bourre les urnes pendant les élections. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, vous laissez tomber les chefs traditionnels. Vous prenez les préfets, qui sont tous unis, qui interviennent dans le processus électoral à l'intérieur du pays. Vous les prenez. Après, vous prenez qui? Vous prenez, après les préfets, vous prenez les chefs corps, les militaires, ceux qui dirigent les casernes. Les casernes qui sont à l'intérieur du pays. Ces chefs corps-là, ils interviennent dans les élections. Vous savez ça? Il y a des bulletins, parfois, qui sont remplis dans les camps militaires. Ensuite, depuis les élections de 98, Eyadema a compris que son armée ne lui était pas favorable. Eyadema, avec le temps, a décidé que l'armée ne va plus voter le jour où les civils votent. L'armée doit voter 72 heures avant. Et donc, quand l'armée vote 72 heures avant, ils ont le temps d'avoir les résultats de l'armée. Ils font un dépouillement clandestin et ils changent les résultats. Ils changent les résultats. Qu'ils rajoutent après. Et aujourd'hui, vous avez les maires. Tous ces gens-là, plus les petits voyous, tous ces gens-là interviennent dans le processus électoral, qui sèment la terreur dans les villages. À la fin, vos militants ne sont même plus capables de rester dans les bureaux de vote. Soit on achète certains, soit d'autres, ils fuient. Donc, je vous fais un peu l'histoire de ces élections-là. Et donc, en faisant l'historique de ces élections présidentielles, je n'ai pas fait les élections législatives. Jusqu'à combien d'élections vous espérez un jour venir à bout de la dictature? Je vous pose la question. À cette allure, jusqu'à combien d'élections vous espérez un jour venir à bout de la dictature, alors que le dictateur, il a toutes les règles qui lui sont favorables. Il est joueur, il est arbitre, il est chef sécurité, il est supporter, il est ambulancier, il est Croix-Rouge, il est tout. Le dictateur, il est tout sur le terrain. C'est lui qui décide de la date. C'est lui qui décide de tout. Il est même arbitre de VAR. Il est tout ça. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui décide qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Des élections de 93 jusqu'en 2010. 2015, pas trop, mais 2010. Moi, j'étais dedans. Je vous parle de ce que j'ai vécu. On n'avait pas seulement des gens, on avait des courageux. On avait un ami militant qui s'appelait Vincent, je ne vais pas donner son patronyme. Quand les militaires ont pris les urnes au camp hérité, en 98, le centre de vote qui était là-bas, les militaires tapaient les gens. Il a sauté, il est rentré dans le camion des militaires pour protéger les urnes. Il s'appelle Vincent. Pour protéger les urnes. Il est rentré dans le camion. On était prêt à tout pour défendre les résultats. Mais face à la force des armes,
et de tout ce auquel on a vécu, à un moment donné, il faut quand même, quand on a connu tout ce parcours-là, il faut quand même il faut tirer les leçons. Ou vous voulez continuellement faire les élections avec les Nyasingbe? Parce que ce que les Nyasingbe aiment, c'est le jeu électoral. Parce que c'est eux qui en sont les organisateurs. C'est ce qu'ils aiment. Et ils ne vous proclameront jamais vainqueur. Tout ce qu'on met à la tête de la CENI, tout ça là, c'est les pions du régime. On va vous dire que les sociétés civiles, il est l'administration, c'est leur gars. C'est leur gars. Il y a même des représentants de l'opposition dans la CENI qui ont tourné Kazakh, qui ont tourné le dos à leur propre parti. Vous le savez? Vous savez ça, non? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire, ce petit historique-là, ce parcours-là. Je ne veux pas parler des élections municipales et des élections législatives parce qu'on a participé, on était aussi là, on a vécu des choses. On était toujours proches de nos grands frères. On était toujours déterminés. Quand on était à Takwame en 1994, il y avait les élections législatives. Et il y avait un ballottage entre deux candidats. Le candidat du CAR et le candidat de l'UTD à l'époque. M. Oladokou et un autre candidat dont j'oublie le nom. M. Oladokou, qui a été ministre de l'Environnement après, parce qu'il est rentré dans l'UNIL plus tard, on était des voisins de quartier. En plus, il était mon professeur d'histoire-géographie. Un homme très brillant. Et donc, à l'époque, comme ils étaient les opposants, parce que l'UTD à l'époque était vraiment UTD, il était le candidat, plus contre le candidat du CAR. C'est nous qui faisions la sécurité au domicile de Oladokou. Quand sa femme et ses enfants dormaient, c'est nous qui étions dehors la nuit, avec des gourdins, parce qu'il était menacé. On a vécu tout ça. Sa femme était professeure de sciences naturelles au lycée de Nikonakwe à Takwame. Elle doit être Madame Koladi. On a vécu ça. C'est nous qui étions sa sécurité. Parce que déjà, on faisait les arts martiaux et tout, on était là-bas. La nuit, quand ils dormaient, c'est nous qui faisions leur sécurité. Donc, on a vécu pas mal de trucs. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec vous avant d'aborder le sujet. Je ne tire aucune conclusion, hein. Chacun tire la conclusion qu'il veut avant d'aborder le sujet pour lequel... le sujet. Avant d'aborder le sujet, on va aller s'abonner au compte de Romarikson. J'avais promis qu'aujourd'hui, c'est sur son compte qu'on va aller faire des likes, on va aller s'abonner à son compte. Le compte de Romarikson, le voilà. Tous ceux qui sont qui sont en ligne, qui sont sur YouTube, allez vous abonner au compte de Romarikson. C'est le compte où il y a 29 700 abonnés. C'est aussi un grand combattant, Romarikson. Je te salue au passage. On va aller sur ton compte. Allez là-bas, cliquez, je vous donne 2 minutes, allez vous abonner au compte de Romarikson. Et je vais entamer la dernière partie, qui est aussi très intéressante que la première partie. Ne partez pas, vous allez voir ce que je vais dire pour la deuxième partie. On va rentrer dans l'histoire, parce que comme j'ai eu à le dire, si l'histoire n'éclaire pas le présent, et que le présent ne balise pas les chemins pour le futur, nous sommes perdus. Et cette histoire-là, on va la prendre ensemble aujourd'hui. Romarikson, allez vous abonner et revenez, s'il vous plaît. Abonnez-vous, on a 2 minutes. Abonnez-vous au compte de Romarikson. Dimanche, on fera un autre compte de notre combattant. C'est une manière de renforcer les comptes de nos frères qui sont sur YouTube. On a encore quelques minutes, quelques temps pour passer rapidement, parce qu'après, il y a un match là, pour ceux qui suivent les matchs, je dois vous libérer aussi pour aller suivre le match. Mais la partie historique est importante aujourd'hui à aborder. Je vais aborder ça. Et je vous laisse continuer, on va aborder la partie historique. Vous avez vu le compte, vous pouvez vous abonner, la chaîne YouTube de Romarikson. Portez ça à 30, 35 000, 32 000, vous avez toute la semaine pour aller vous abonner.
et pour la suite. Alors, on va parler de Sylvanus. On va parler de Sylvanus Olympio. Je voudrais que la technique me passe la vidéo où Sylvanus était aux États-Unis en 62 et quand il est monté dans le Air Force One. Merci. It is time to leave Washington and visit other cities. At the airport, Vice President Lyndon Johnson bids farewell to the distinguished guests, other cities. At the airport, Vice President Lyndon Johnson bids farewell to the distinguished guests as he boards President Kennedy's aircraft for the flight to New York. Washington stretches below. Aboard the aircraft, quiet conversation with the Honorable Leon B. Pulata, American ambassador to Togo, before the excitement of New York. Alors, Sylvanus va aux États-Unis en 62. Il est reçu par le président Kennedy. Un accueil phénoménal. Il y a plus... les premiers dirigeants africains qui sont allés aux États-Unis dans les années 60 ont été tellement reçus comme avec beaucoup de respect. Et Sylvanus en était de ceux-là. Il y a eu Ahidjo, il y a eu beaucoup d'autres, vous allez voir les photos. Et Sylvanus a eu le privilège, ce n'est pas donné à tous les chefs d'État, parce que les Américains sont très rigolos, d'être monté dans le Air Force One avec le vice-président Lyndon Johnson pour retourner, je pense, à Washington. Et c'est l'image que je viens de vous montrer. Et Sylvanus, quand on en parle, il faut que nous sachions que c'est véritablement le seul qui véritablement a payé de sa vie pour le Togo. Il y a eu d'autres que je vais citer tout à l'heure, mais c'est le tout premier véritablement qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. Qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. En 63, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a la photo de ceux qui ont organisé le coup d'État, et merci à la technique de la présenter. Et cette photo-là, vous allez la voir, cette photo de... Non, c'est pas ça, le coup d'État, c'est une photo. Je parle de la photo, pas la vidéo. Ça, c'est pour les événements de 66. La photo du coup d'État. Ok. La photo du coup d'État, non, pas cette image-là. Il y a une photo où il y a eu la photo du coup d'État. Si vous l'avez, s'il vous plaît, technique. Je vous attends. Je vous ai renvoyé la photo technique. La photo du coup d'État. S'il vous plaît. On donne un peu de temps à la technique pour nous balancer la photo du coup d'État. Et donc, j'ai eu à vous expliquer l'année dernière comment Eyadema et ses amis, tout ça, ils ont organisé le coup d'État depuis son village jusqu'à arriver à Lomé, le rôle de Pojolé, qui était en fait le chef des mutins, qui leur a permis d'avoir accès à la soute, non, accès à l'armurerie avec ADU et tout ça. Et donc, je ne veux pas peut-être revenir là-dessus. Bon, ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse le plus, mais je veux qu'on passe cette photo-là. Elle va passer tout à l'heure. Sur cette photo, vous allez voir cette photo. C'est quand même une photo célèbre des Poutis. Il y a eu plusieurs photos, mais une photo célèbre des Poutis.
J'attends toujours la technique. Voilà, elle arrive. Donc vous avez de gauche à droite les lieutenants Congo et Alessa. Congo qui était déjà un Saint-Cyrien à l'époque, donc c'est quand même un officier de grande valeur. Congo qui était déjà revenu de la France comme Saint-Cyrien. Vous avez Alessa, le lieutenant. Après, vous avez le capitaine Dadjo, qui était le plus ancien dans le grade le plus élevé. Vous avez après l'adjudant-chef Bojolé. L'adjudant-chef Bojolé. Vous avez ensuite, c'était le chef des mutins. Vous avez le sergent-chef Eyadema. Vous avez le lieutenant Alidou. Donc voilà, ces gens-là qui ont réclamé ce crime crapuleux au lendemain de l'assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Le 13 janvier 1963. Donc voilà l'image de l'ensemble de... C'est pas eux tous, mais bon, Eyadema n'était pas déjà dans l'armée, c'était des témis-soldes, donc eux n'étaient pas dans l'armée, mais les autres, Dadjo, je ne sais pas comment on appelle, Bojolé, et tous les autres là, il y avait beaucoup qui étaient déjà dans l'armée. Et donc, voilà comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas sur YouTube, la photo n'est pas encore arrivée. Voilà comment ça se passe. Je vais partir de cette photo-là pour faire une analyse. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez la photo. Donc vous voyez donc le lieutenant Congo, c'est lui qui a le pistolet sur la tempe. Vous avez le lieutenant Alessa, vous avez le capitaine Dadjo, vous avez l'adjudant-chef Bojolé, vous avez le sergent-chef Eyadema, vous avez le lieutenant Alidou et les autres. Donc voilà cette fameuse photo-là. Et donc, ces gens ils font le coup d'État et bien évidemment avec la France, et on décide de faire appel d'abord à Meachi, qui était au Ghana et qui dirigeait l'Union des démocrates pour le Togo, l'UDPT, je pense, qui était sous la protection de Nkrumah, et je vous ai dit que Nkrumah a toujours créé des problèmes à Sylvanus Olympio. Donc Meachi était sous la protection de Nkrumah, et les Français n'ont pas voulu, parce que Meachi était d'obédience marxiste, beaucoup plus marxiste. Ils n'ont pas voulu qu'il prenne le pouvoir après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc le chef, comment on appelle ça, l'officier de liaison à l'ambassade, qui s'appelle 12, son nom c'est Doze, D2OZE, c'était son nom. Il fait appel à Gruniski, il envoie un télégramme à Gruniski qui est au Bénin, et il invite à rentrer au Togo pour prendre la tête du pays après l'assassinat. Et vous savez que Gruniski et Sylvanus Olympio ont des liens, des alliances de famille. Et bien qu'ils étaient dans les groupes politiques différents, donc le progrès qu'on appelle Konomama, les gens qui n'ont pas été à l'école appelés les autonomies, et les gens qui sont au cuite avec la Juvanto qu'on appelait le camp de Ablori. Et donc, lorsque Gruniski revient prendre le pouvoir, vous imaginez le choc parce que Sylvanus venait d'être tué et son corps n'est même pas encore refroidi, que son beau-frère, ou c'est pas son gendre, je ne sais pas lequel est le meilleur en ce moment-là, lequel est le plus adapté. Donc, son gendre revient, ou son beau-frère revient prendre sa place. Vous imaginez le choc. C'est-à-dire, même si on est des adversaires politiques, on est des ennemis politiques, alors que l'un a épousé la sœur de l'autre.
quand on tue l'un, l'autre vient et il prend le pouvoir. Vous imaginez le choc que les nationalistes à l'époque ont vécu en voyant Grunitzky prendre la tête du pays à la suite de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et à partir de ce moment-là, une fois le deuil passé, à partir de ce moment-là, le seul objectif des nationalistes, c'était d'évincer Grunitzky du pouvoir. Et c'est normal. C'était de faire tout pour reprendre leurs choses. Parce que pour eux, c'est comme Grunitzky, c'est comme le colonialisme qu'ils ont combattu, la France qu'ils ont combattu est revenue à la tête du pouvoir. Donc, une fois le deuil passé, l'enterrement de Sylvanus, le deuil passé, il y a eu quelques frictions, il y a eu certains qui ont quitté le pays quand on a assassiné Sylvanus. Le reste des cadres du culte, de la Juventus, tout ça, c'est de s'organiser pour reprendre le pouvoir des mains de Grunitzky qui était leur pire ennemi. À l'époque, ils ne se traitaient pas comme adversaires, ils se traitaient comme des ennemis, même s'ils avaient des liens de famille. C'était très violent. Les faits historiques sont là, c'était très violent. Donc, leur objectif, c'était de reprendre le pouvoir des mains de Grunitzky. Alors, ils se sont réorganisés. Entre-temps, il y a des membres qui n'étaient pas dans l'armée. Donc, quand Grunitzky arrive, Grunitzky prend un décret, il intègre Eyadema dans l'armée. De sergent-chef, Eyadema gravit rapidement les échelons. Au point que, dans les années 66, Eyadema devient lieutenant-colonel. Et donc, chef d'état-major de l'armée. Il vient surpasser tous les autres. Donc, les Congos, les Comlans, comment appelle-t-on, les Dadjo, Eyadema vient les supplanter tous. Parce que c'est lui qui a eu le courage de réclamer le crime. Donc, il vient les supplanter tous et il devient rapidement le patron de l'armée. Vous voyez, Meilhati était le vice-président de Grunitzky parce que comme la France ne voulait pas de Meilhati à la traite, ils ont créé un duo, donc une partie région, une partie du sud, une partie du nord, donc ils ont mis un duo qui n'a pas tenu. Donc, Eyadema étant devenu le patron de l'armée, il résidait au camp hérité. Parce que le camp hérité, voilà, merci, le bicéphalisme. Le camp hérité, c'était en fait, à l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'était un embryon. C'était pas encore une caserne proprement dite, mais c'était là où on logeait les chefs d'état-major de l'armée. Il n'y en avait pas encore en ce moment-là, de manière claire et nette. Donc, Eyadema s'installe là-bas comme résidence du chef d'état-major de l'armée. Le camp hérité. En fait, c'était ça. Et jusqu'à aujourd'hui, le camp hérité abrite toujours. C'est le camp hérité où il y a la résidence des chefs d'état-major de l'armée togolaise. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez le chef d'état-major général, vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, tous ils habitent là-bas. Donc c'était le lieu où il y a le chef d'état-major habitait. C'est pour ça qu'il y a en a fait sa résidence. Donc, les nationalistes qui voulaient se débarrasser de leur pire ennemi Grunitzky se débrouillaient pour le mettre en difficulté. Jusqu'aux événements de 66. Et ces nationalistes-là, certains étaient de connivence avec l'armée. Écoutez-moi très bien. Pas tous les nationalistes, certains, ils étaient de connivence avec l'armée. Or, les gens qui sont à la tête de l'armée en ce moment-là, c'est eux qui ont assassiné leur leader, c'est-à-dire Sylvanus Olympio. Donc, ils étaient de connivence avec l'armée. Les gars allaient dans le camp là-bas, ils rencontraient Eyadema, et Eyadema les manipulait, leur disait de faire des manifestations, de faire des trucs, tout ça. Et ils faisaient des manifestations. Pour eux, c'était logique. Je serais à leur place que, bon, j'aurais pu réfléchir comme ça. Mais sur le plan éthique, il y a un problème. Donc, ces gens, de temps en temps, il y avait des troubles dans les quartiers. Vous voyez, Lomé était délimité, la ville n'était pas très grande à l'époque. C'était une grande partie de la ville, c'était au bas de la lagune. Donc, toute la zone qui est côtière, elle était plus ou moins cuite. Parce que c'est là-bas où il y avait les plantations et tout. Toute la zone côtière était plus ou moins les fiefs des cuites, donc de Kodjevia-Kopé, en passant par le Grand Marché, en allant vers Abrogam et dans le Bé, tout ça, c'était cuite. Et la zone qu'on a un peu, là où il y avait la résidence de Grunitzky, c'était la zone des autonomies. Les gens qui sont des autonomies. Plus, voilà, on l'appelait les quartiers des gens des autonomies. Et donc, il y avait
plus ou moins des troubles et tout. Jusqu'aux événements de 21 novembre 66. Le 21 novembre 66, la foule, manipulée par effectivement les militaires, est rentrée dans les rues et a pris d'assaut les médias. La radio, je pense la radio à l'époque, avec à sa tête Noé Koutoukli, qui était nationaliste. Et à l'époque, les gens qui étaient à la radio, c'était comment appelle-t-on, Boutibi Tevi Titoblela, c'est lui qui était journaliste à la radio. Et ces troubles-là ont été matés, ces troubles ont mis en difficulté Grunitzky. Écoutez les vidéos de ce qui s'est passé en 66. Technique. Il y a un deuxième son que j'avais envoyé à la technique où Grunitzky parlait. Grunitzky réagissait et il a des mal parlé. Je ne sais pas si vous avez cette vidéo. Non, c'est pas ça. Non. Je vous renvoie ça à la technique. C'est important qu'on passe ce son, s'il vous plaît. Je vous envoie ça. Peut-être que vous ne l'avez pas téléchargé. Un instant, je regarde. Je regarde rapidement. C'est celle-là, technique. C'est celle-ci. S'il vous plaît. Mais je peux la jouer de mon téléphone pour que vous entendez. Mais je vais voir si je peux la jouer. D'exécution aux premières heures de la matinée. Les auteurs de ce complot, ce sont ceux des membres de l'unité togolaise à Lomé qui ont refusé la réconciliation et l'union nationale et ne rêvent que de vengeance et de reconquête du pouvoir en dehors du libre jeu de nos institutions. Rien autrement ne justifie les activités subversives et séditieuses
qui ont trouvé leur dénouement ce matin. Le pays était calme. Les disputes qui, jadis, déchiraient les familles et les villages ont disparu. La paix règne partout, permettant à nos populations de se consacrer au travail. Voilà ce que n'acceptent pas les ennemis de la réconciliation et de l'union nationale. Faisant fi des autres partis, ils veulent à tout prix, par la ruse et par la force, ressusciter le gouvernement d'arbiteurs et d'abus que nous avons connu. L'armée gardienne de la nation, dont je vous ai dit ce matin qu'elle restait fidèle à sa mission, à la situation en main et veille. La plupart des meneurs du complot sont arrêtés. Les autres en fuite sont recherchés. Le calme est revenu des Midi à Lomé, où seul il a été un peu troublé. Il n'a à aucun moment cessé de régner partout ailleurs dans le pays. Mes chers compatriotes, je vous convie de nouveau à rester calme et à vous serrer les coudes pour le salut de notre pays. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. La position de l'armée laisse la parole au chef d'état-major des forces armées togolaises qui vous la précise. Comme chef d'état-major des forces armées togolaises, le lieutenant-colonel Eyadema, chef d'état-major des forces armées, appelle la population à manifester par son calme et son attitude digne de sa maturité politique. Le président de la République a pris en toute connaissance de cause les mesures pour assurer la paix intérieure. Je convie donc les Togolais sans exception à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Voilà. Et donc, comme on est en train de faire un peu d'histoire, ce sont des faits, hein. Ce sont des faits historiques. Sans exception à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Ce sont des faits. Et donc, ce mouvement, évidemment, Grunitzky qualifiait les gens du culte des gens haineux qui voulaient ramener, il les qualifiait comme il voulait parce que bon, il sait que ce sont ses adversaires de toujours qui voulaient le déstabiliser. Et l'armée a fait semblant de s'interposer entre les deux parties, alors que déjà l'armée tirait les ficelles. Et donc, dans la foulée de ces événements, Grunitzky a été obligé plus tard de démissionner. Et il y a eu ce gouvernement de Dadjo de 3 mois. Et après, Eyadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967. D'accord? Quand Eyadema vient au pouvoir, ce sont les gens qui manifestaient avant, certains qui manifestaient avant. Je suis en train de vous décrire un certain nombre de choses pour que vous compreniez d'où on vient et pourquoi c'est plus en plus, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette frange des nationalistes, je ne dirais pas que... ils ont réfléchi, ils se sont dit, la seule façon pour nous, je ne vais pas assimiler ça de la trahison, mais la seule façon pour nous de se défaire de notre ennemi de toujours, donc Grunitzky, c'est de nous allier avec l'armée. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Eyadema. Alors que Eyadema était censé être celui qui avait assassiné leur leader. Vous voyez? Et donc, quand Eyadema vient en 1967, évidemment, les premiers qui vont rentrer dans son gouvernement, il y avait beaucoup qui étaient nationalistes. Et vous avez par exemple Théophile Mali, qui lui, on connaissait plus ou moins sa position par rapport à Olympio, même les archives qui ont été déclassées le disent. Vous avez Paulet Ekou, qui était aussi avec, qui est rentré dans le gouvernement, c'était un nationaliste. Vous avez Bengbeni Namale, c'est le père de l'actuel ministre. Je reviendrai sur ça. Bengbeni Namale, qui était au gouvernement. Vous avez, comment appelle-t-on, je pense Pierre Adossama, qui était au gouvernement. Vous avez, qui d'autre encore?
Pierre Adossama, vous avez qui d'autre encore? Je ne sais pas si Djoba Boukari était, je pense oui. Djoba Boukari était parce qu'il revenait de la France, il était de la Jeune, il était au ministère de l'économie, tout ça. Et donc, il y a eu une espèce de syncrétisme. Hein? Il y a eu une part qui sont venus des nationalistes et une autre partie qui est venue de quelques autonomies ou progressistes, comme on le dit. Donc, ces gens étaient au gouvernement, se disant que... il y avait Mivedor. Et se disant que, bon, comme il y a des mots, c'est un analphabète, excusez-moi, entre griffes, et il connaît rien du pouvoir, on va l'entourer, et puis après on va le dégager, et puis on va prendre le pouvoir. Sauf que Eyadema était plus malin qu'eux. C'est ça la réalité. Et donc, ils sont rentrés au gouvernement, mais avant de rentrer au gouvernement, c'est l'armée qui les a manipulés. Il y a un livre, dont je vais vous lire les extraits, vous allez voir, les gens qui ont fait la campagne pour que les militaires viennent au pouvoir en 63. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que ces faits-là, beaucoup n'en parlent pas souvent. Beaucoup n'en parlent pas pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Parce que c'est une partie de l'histoire que les gens n'aiment pas évoquer. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. En dehors des Théophile Mali qui ont fait une campagne pour faire venir les militaires, il y avait aussi, je vais vous lire une partie. Je vais vous lire une partie. Voilà. Et le livre de Issaka Touré, Raouf Issaka Touré, El Hadj Abdou Raouf Issaka Touré, il faut le lire, dit ceci. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait une certaine... Lui, il est nationaliste, hein, et il a écrit un livre, vous pouvez trouver ça. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait déjà une certaine méfiance entre les deux têtes de l'exécutif. Je venais de le dire. Le président Nicolas Gruniski et le vice-président Antoine Meati. Cette méfiance se muait de plus en plus en rivalité et en animosité. Et en 1966, chacune des deux personnalités avait déjà formé son clan. Djobo Boukari, tout comme de nombreux jeunes nationalistes, était plus ou moins neutre et se contentait de compter les points dans ce pugilat qui opposait les deux personnalités au sommet de l'État. Par ailleurs, le culte rénové, je vous ai dit que le culte a été rénové pour aller contre Gruniski. Le culte rénové s'organisait activement afin d'accéder au pouvoir par les élections promises par les militaires dans un futur proche. Donc, quand les militaires ont invincé Gruniski, ils ont dit qu'ils vont organiser les élections, ce qu'ils n'ont pas fait. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes qui étaient à la tête des militaires, et Adema, dont Djobo Boukari. Ils en avaient marre des disputes quasi quotidiennes entre les deux têtes de l'exécutif. Il faut quelque chose. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires, c'est là où ils ont été naïfs. Je ne les accuse pas de traîtrise, hein. Ils ont fait preuve de naïveté. Donc ces nationalistes-là. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires pour sauver le pays de la recolonisation, je vous ai dit tantôt que leur objectif c'était de se défaire de Gruniski qu'ils considéraient comme la continuité de la France qu'ils ont combattu pendant des années. Et donc, ils pensaient naïvement qu'en s'associant aux militaires, ils allaient mettre fin à cette continuité de la France, donc en limitant Gruniski. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, croyant cette fois être en phase avec les militaires, donc c'est les nationalistes, pour sauver le pays de la recolonisation, les nationalistes organisèrent le 21 novembre 1966 des manifestations sur toute l'étendue du territoire pour exprimer le mécontentement du pays. À la radio, Djobo Boukari harangua la population en thème pour les exhorter à sortir massivement et dénoncer le néocolonialisme rampant. Et quand les militaires firent volte-face, il fut arrêté comme la plupart de ses camarades. Les militaires les ont poussés, mais quand la situation a dégénéré, les militaires ont fait volte-face. Ils ont fait un premier repli et on a arrêté les gens comme les Djobo Boukari.
Vous voyez? Et gardé en prison pendant une semaine. Quand il en sortit, une seule alternative lui est offerte. Accepter de devenir ministre ou retourner en prison. Il devint ministre de ce gouvernement éphémère qui dura quelques semaines. Quelques semaines avant le nouveau coup d'État du 13 janvier 1967 qui évinça le président Grunitzky. Donc il avait le fusil sous la tempe, il a accepté d'être ministre quelques semaines dans le gouvernement je pense, de Dadjo avant de démissionner. Le départ du président Grunitzky était interprété par Djobo Boukari et ses camarades comme le gage d'une politique désormais débarrassée du néocolonialisme. C'est pourquoi il n'y eut aucune opposition quant à leur participation au gouvernement issu du second putsch. Ils étaient trois à y entrer et Djobo Boukari accepta le poste des finances et de l'économie. Quand 2 ans plus tard, vous voyez, donc les militaires leur ont dit oh, nous on va céder le pouvoir, ils sont rentrés avec les militaires. C'est là où je dis ils ont fait preuve de naïveté. Quand 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte de leur erreur, leur tentative de rectification n'aura eu aucun effet que l'éviction de Djobo Boukari du gouvernement. N'ayant désormais plus d'autres activités que celles de l'OPAT, il s'y investissait entièrement comme lui seul sait le faire, parce que c'est Djobo Boukari qui a créé l'OPAT. Des conseils de Djobo Boukari à son ami le ministre Paulin Eclou n'avaient pas besoin. Djobo passait désormais son temps chez lui et dans son bureau des affaires étrangères jusqu'à sa candidature au PNUD. Voilà un témoignage d'un très grand nationaliste, l'ambassadeur Raouf, qui a écrit un livre et qui retrace comment ça a été. Donc, c'est cette frange de nationalistes qui sont allés chercher les militaires et Yadema pour prendre le pouvoir en 67. C'était une preuve de naïveté. Je n'assimile pas ça à la traîtrise, c'est une preuve de naïveté. Donc, dans ce gouvernement, il y avait pas mal de nationalistes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Mali, Pierre Adosama, Djobo Boukari, Paulin Eclou. Et quand l'heure est arrivée, parce qu'ils ont compris que les militaires les roulaient, ils ne voulaient pas céder le pouvoir, ils ont voulu démissionner. Djobo, lui, est parti, mais Mivedor a convaincu Paulin Eclou de ne pas démissionner du gouvernement. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ont résisté, ceux qui ont dit, nous, on reste fidèles à la mémoire de Sylvanus. Il n'y a aucune compromission à faire avec le régime. Les militaires ont commencé par les assassiner un à un. D'abord, ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas voulu, rentrer dans ces jeux-là, on a Hospice Coco, qui lui, je pense, dès que le coup d'État s'est passé, il s'est barré. Il y a le docteur Fiadio, il y a certainement Martin Akou, et il y a Louki qui est le père du banquier, il y a les Sankaridja, et il y a, je pense, Namoro Karamoko et tous les autres. Il y a Djagba. Djagba qui était... il y a le docteur Atidepé aussi. Et donc, il y a eu cette histoire de tentative de coup d'État en 70, le complot de je ne sais pas quel mois là, qui a permis à Yadema d'arrêter un certain nombre d'acteurs qui sont des nationalistes. Et Djagba, Laurent Djagba, qui était à l'époque, je ne sais pas, il était avec Sylvanus à New York, aux États-Unis. Djagba et Atidepé, ils fuyaient pour aller en Guinée, chez Sékou Touré. Et ils ont été arrêtés à Takoradi et ramenés à Lomé par hélicoptère. Donc, ils sont venus retrouver en prison le docteur Atidepé, le docteur Fiadio et Alexandre Osei, qui est le grand frère de Madame Badanyaki et donc l'oncle de Menya Simbe, Lazo, qui est le père de l'opposant Lazo, et bien d'autres. Donc, ces gens ont subi les pires tortures. Ils appelaient ça le coup d'État de 8 août 70, le complot du 8 août 70. Donc, ces gens ont été torturés de la pire des manières parce que Yadema estimait que ce sont les seuls nationalistes qui lui résistaient, qui ne voulaient pas de lui, qui ne voulaient pas du tout de lui, qui ne voulaient pas aller dans le sens qu'il voulait. Et donc, quand on les arrête, le 1er janvier 1971,
Diagba, il meurt, torturé sous le coup de la torture. Il est mort, c'est lui le premier qui est mort en 71. Donc ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est combien Laurent Diagba, c'est le père de Foussena Diagba. Donc il était un greffier de formation. Et puis après, il est mort le 1er janvier 1971. Voilà, qu'il est décédé. Donc ça fait 55 ans. On n'a jamais retrouvé son corps jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces enfants n'ont jamais vu son corps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait disparaître le corps, comme on a fait disparaître le corps de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, les Diagba n'ont pas le corps de leur papa pour en faire le deuil. La commission réconciliation a demandé de faire la lumière, ça n'a jamais été fait. Donc, Diagba, lui, il meurt, il est le premier qui est mort sur la torture. Ensuite, il y a Alexandre aussi, qui a été aussi assassiné, donc sous la torture, qui est mort. Alexandre Osei, qui est le grand frère de Madame Dagadi, que Yadema a pris après comme épouse. Ensuite, il y a eu Lazo, qui est mort le 3 janvier 1911. Et les autres, Yadema, face au tollé que cela a suscité, Yadema a été obligé de les libérer le 13 janvier 1971. Le docteur Atilepe, Fiadio, tout ça ont été libérés. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là? Je veux qu'on me passe la photo de l'Assemblée élue en 58. Pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire pour en arriver quelque part. Voilà. Vous voyez cette photo-là, il faut bien la rapprocher. Quand vous voyez cette photo que je suis en train de projeter, moi-même je vais le voir sur mon téléphone, vous allez voir l'Assemblée élue de 58. Tout le monde est là-bas. Je vais vous donner les noms. Un instant, la technique et tout ça. Sinon, la technique... je vais vous donner les noms de tous ceux qui sont sur la photo. Un instant, si vous voulez. Alors, vous avez quoi? Vous avez Sylvanus Olympio sur la photo. Vous avez Laurent Diagba. Il est juste pas trop loin. Vous avez Michel Ayassou, donc Tablibo, qui est un cousin d'Agboibo. Vous avez le docteur Fiao Emmanuel. Vous avez Paulé à côté. Vous avez Michel Tiedré de Bassa. Vous avez Maman Moumouni, qui est, je pense, de Kabou. Vous avez quelqu'un de Bafilo, dont je ne vois pas bien le nom. Vous avez Maman Aruna de Sokode. Vous avez Benoît Palanga de la Makara. Vous avez Antoine Idrissou Meati. Vous avez Sambiani Yanchabre d'Apaon. Vous avez Mongore Yoma d'Apaon. Vous avez Nana Malé Bengbeni. Donc, Nana Malé Bengbeni, c'est lui qui est juste... il est juste là, après, en haut, après Sylvanus Olympio. Donc, c'est le père de le Bengbeni actuel qui est ministre. Je vais vous faire l'histoire pour que vous voyez les liens qu'il y a par rapport au Nyasimbe. Vous voyez Namtougouli. Namtougouli, c'est lui qui est juste après... Namtougouli, c'est lui qui est juste après Paulin à côté et au-dessus un peu c'est lui qui est juste après Sanvi de Tove. Sanvi de Tove qui est à gauche de Sylvanus Olympio qui a porté les lunettes. À droite, c'est celui qui a porté le boubou, c'est Théophile Mali. Donc en haut, celui qui a porté un petit chapeau sur la tête après Sanvi de Tove, c'est Namtougouli. Namtougouli, c'est le père de celui qui était récemment ministre de la Justice et membre de la Cour constitutionnelle. J'appelle les noms pour que vous compreniez certaines choses. Je vais vous amener quelque part. Donc vous avez Namtougouli, vous avez Collor Clément qui a été aussi assassiné, il fait partie de ceux qui ont résisté, Collor Clément qui a été aussi assassiné. Vous avez Sanvi de Tove qui est le père de l'actuel président Jean-Lucien Sanvi de Tove. Alors, pourquoi je vous présente ces images-là? Quand vous voyez cette image-là, vous allez voir que les Nyasimbe, donc
en partant de Eyadema, ils savent que Eyadema sait que c'est cette frange des nationalistes-là qui a commis l'erreur ou qui a été naïf, qui lui ont donné le pouvoir. D'ailleurs, toutes les chansons qu'on chante à la gloire d'Eyadema, on le chantait aussi pour Sylvanus Olympio. C'est ces nationalistes-là qui ont commencé, ces gens qui étaient naïfs, qui ont commencé par appeler Eyadema Foti, parce qu'ils s'appelaient Sylvanus Faux Silva. La chanson d'Enigma sur laquelle Eyadema dansait, c'est Sylvanus qui dansait sur cette chanson-là. Ils l'ont transférée sur Eyadema. Vous voyez. Et donc, parce que les Gnassingbé n'ont pas la mémoire courte, Foti, par rapport à son prénom Étienne. Donc, les Gnassingbé ont toujours utilisé d'une manière ou d'une autre cette frange des nationalistes-là pour consolider leur pouvoir et briser toute tentative d'alternance au Togo. Et ils le font de façon intergénérationnelle. Qui est président de la République aujourd'hui? Sanvi de Tori. Vous pensez qu'ils l'ont choisi parce que, bon, il s'appelle Sanvi de Tori? Non. Parce qu'il est un symbole. Parce qu'il est un symbole. Le père de Pascal Bodiona, par exemple, a refusé toute compromission avec Eyadema. Il est resté droit jusqu'au bout. Mais Eyadema a tiré vers lui son fils. Fort utilise aujourd'hui son fils. Bengbeni, son père était nationaliste. Namtougli, qui est resté pendant longtemps à la Cour constitutionnelle, ceux qui ont validé les faux résultats pendant les élections, il est sorti d'une maison nationaliste. Et Amados Djoko, vous connaissez? Amados Djoko, vous connaissez? Amados Djoko, c'était un inspecteur de sport. Mais c'est des gens qui ont fait l'animation politique et qui étaient à la JPA, Jeunesse Pionnière Agricole. Mais il a son... Vous savez, c'est son fils ou bien le fils de son frère qui est à la Cour constitutionnelle. C'est une maison nationaliste qui est à la Cour constitutionnelle, Amados Djoko, qui est d'ailleurs l'oncle direct de Carlita Amorin, qui est la femme de Faure Gnassingbé. Vous voyez les liaisons, les combines, parce que tout le problème du Togo, en grande partie, est un positionnement pour certains autour des Gnassingbé, plutôt que de se battre véritablement pour l'alternance. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut renverser la table. Quand on dit il faut couper tout ça, les gens ne veulent pas parce que il y a des alliances intergénérationnelles. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a d'autres que vous ne voyez pas. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce dont les enfants, on voit. Mais il y a ce que vous ne voyez pas. Quand le régime est en difficulté, il les sollicite. Il y a les alliances familiales. Il y a les alliances d'affaires. Il y a des gens qui sont depuis. Oui, il y a Madame Sankareja qui a été nommée aussi ministre récemment. Qui a été nommée ministre récemment. Elle est de la... Je ne sais pas si elle est la fille de Sankareja, mais tout ça pour les Gnassingbé, c'est un symbole qui... C'est-à-dire, ils savent d'où est venu leur pouvoir et ils savent qui utiliser quand ils sont en difficulté pour consolider leur pouvoir. Donc, ceux qui parlent comme si l'idéologie est biologique, l'idéologie n'a jamais été biologique. La preuve est là. Parce que je raconte ces histoires-là pour vous dire que ceux qui disent oui, nous, mais au Togo, il n'y avait que deux partis politiques, hein, avec des petits alliances petites. Il y avait soit tu es progrès, soit tu es nationaliste. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui étaient nationalistes, comme nous, nos parents, d'autres personnes, et il y a ceux qui étaient des progressistes. Mais le fait que des gens qui sont issus des grandes familles de nationalistes aient fait des alliances avec les Gnassingbé et continuent de faire des alliances avec des Gnassingbé, d'aller au secours des Gnassingbé, ou que les Gnassingbé instrumentalisent quand ils sont en difficulté, c'est ça qui retarde l'alternance au Togo. C'est ça la réalité. Parce que, à
travers ce jeu-là, ils sont rentrés dans toutes les familles. Et quand on rentre dans les familles, on paralyse les familles. Parce que les gens sont beaucoup plus, je sais pas, plus intéressés par, voilà, c'est ma cousine, elle est la femme du président, c'est mon oncle, il est au gouvernement, que de lutter véritablement pour changer le pays. C'est ça la réalité. Et c'est tout ça qu'on vit aujourd'hui. Je vous ai dit que j'ai fait une enquête sur tous les liens des familles qui sont rentrés parmi les Gnassingbé. On vient de voir Ayassou. Ayassou qui est là-bas, il était de la branche Progrès. Mais Ayassou qui est là-bas, mais sa soeur, c'est sa fille, a fait des enfants à Yadema. Donc, c'est une cousine d'Agboibo. Est-ce que vous le savez? La mère de Naka Gnassingbé et de Yvonne Gnassingbé, Yvonne qui est décédée, leur maman est Ayassou. De la grande famille Ayassou. Après, vous avez les Sina, tout ça. Mais voilà, donc il y a Ayassou ici. Et Yadema a pris femme dans la maison. Alessandro Osei, qui est de la branche nationaliste, et Yadema a pris sa soeur. Madame Dagadi, la mère de Gnassingbé. Donc, voilà des réalités qui paralysent de l'intérieur la lutte que les Togolais mènent pour le changement ou pour l'alternance. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un qui est quelque part, qui entend quelque chose qui va leur apporter parce qu'ils ont des liens de famille. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est une brèche que j'ouvre. Je reviendrai faire une grande émission sur ce qui, depuis 1966, et les alliances familiales que les Gnassingbé exploitent pour paralyser le combat du peuple togolais. Et les grandes familles qui se positionnent dans ces choses-là. Donc, il y a plein de gens dont les parents ont contribué à consolider le pouvoir des Yadema. Et ils sont très nombreux. La liste est longue. C'est vrai qu'après, il a assassiné certains. Parce qu'à partir de 1969, quand il a viré les premiers du gouvernement et que les nationalistes ont compris que mais ils ont commis une erreur, ils ont commencé par activer certains de leurs frères qui sont des nationalistes dans l'armée pour essayer de liquider Yadema. C'est comme ça que les Assila ont été empoisonnés, parce que Assila vient de la grande maison de Notien, donc ils sont nationalistes. C'est comme ça que les Kromlans ont été assassinés plus tard. C'est comme ça qu'après les Congos ont été assassinés, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé par liquider les gens. Parce qu'ils ont compris que certains nationalistes ont commencé par s'appuyer sur leurs frères qui sont dans l'armée pour pouvoir se défaire des Yadema. C'est comme ça qu'ils ont commencé par les assassiner. Non? C'est ça la réalité. Parce que les gens comme les Komlan, les Kofi Congo, ils étaient déjà des Saint-Syriens. C'était les tout premiers Saint-Syriens. Donc c'était des gens, voilà. Après il y a eu la génération des Francisco Lawson, des Lawson Merlo, tout ça. Mais les Komlan, tout ça, étaient déjà des Saint-Syriens. Ceux qui ont assassiné Komlan, il y a un de ces assassins qui vit aujourd'hui. Qui est très âgé, mais qui vit aujourd'hui. Donc, cette partie de l'histoire où les nationalistes, où certains nationalistes ont commis l'erreur, par naïveté, d'aller chercher l'armée pour venir se défaire de Grunitzky, qui est leur pire ennemi, c'est ça qui a permis à Yadema d'être au pouvoir. Et les Gnassingbé, qui ne sont pas des gens dépourvus de mémoire, ils utilisent toujours ces gens-là. Ils rentrent dans les familles. Vous avez ici le père de Jean-Lucien le père Sanvi de Torvé. Il était très brillant. Aujourd'hui, son fils est président de la République. Même s'il faut ne lui donne aucun pouvoir, mais aujourd'hui, il est là. C'est la symbolique qui les intéresse. Voilà Sanvi de Torvé qui est à côté de Sylvanus. C'est son père. Aujourd'hui, on prend le fils comme la symbolique pour paralyser les choses de l'intérieur. Et derrière le fils, il y a d'autres familles qui vont se mobiliser pour dire ah, mia ta violo, mia ni un violo, mia togbo violo, mais tati mia be changement be nyawa, mia pata mia gunu vire quoi effort. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Bengbeni, son père. C'est ça. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui a un lien avec l'histoire. Et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui tirent leur origine depuis l'histoire, à travers ces imbrications familiales qui nous paralysent de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ces imbrications qui nous paralysent de l'intérieur. Je n'ai pas suffisamment le temps aujourd'hui pour décortiquer tout ça. Mais j'ai tous les documents, après tout ce que j'ai collecté comme information, sur toutes les familles qui sont imbriquées avec les Gnassingbé, directement ou indirectement. Directement ou indirectement. Voyez-vous? Et donc, on est dans cette posture. Et donc, pour mettre fin à ça, la seule chose qu'il faut faire, c'est de renverser la table. Sinon, vous serez toujours infiltré. Quoi que vous fassiez. Celui que vous ne croyez même pas qu'il a des liens, c'est lui qui vous dira, oh, Mitatigna, voilà, un jour il va vous balancer. C'est ça notre problème. C'est ça le problème qu'on a. Donc, je passe ces photos-là, je passe ces images-là pour que chacun d'entre vous analyse. Moi, je fais la politique. C'est-à-dire, je m'intéresse à la politique plutôt, je m'intéresse à la politique depuis longtemps, j'étais militant, je m'intéresse à la politique avec le regard de celui qui a étudié l'histoire. Et à travers l'histoire, je fais mes propres analyses. Et j'observe le comportement des gens et je tire mes conclusions. Et les faits sont sacrés. Et les faits sont là. Donc, chaque geste que les gens posent, analysez ça sous le prisme de l'histoire. Ne pensez pas que ce sont des gestes isolés. Ce sont des actes isolés. Non. Cela a toujours un lien avec l'histoire. Mivedor. Mais ces enfants sont où? Mivedor qui fait partie de ceux qui ont dit, bon, écoutez, il faut s'allier avec Yadema. Ces enfants sont où? Ils sont aux affaires. Ogamo Bagnan, vous savez qu'Ogamo Bagnan était nationaliste. Ogamo Bagnan a été envoyé par Sylvanus Olympio pour étudier en France. Après, il a passé toute sa vie aux côtés des Yadema. Et Demkodio, pareil, était nationaliste. Non, Nachabal, il est trop jeune. Lui, il est trop jeune. Ogamo Bagnan était un très grand nationaliste. C'était un très grand nationaliste. Mais aujourd'hui, Ogamo Bagnan sont les piliers du régime. Et les Mivedor, les Bagnan, tout ça, c'est plus leur club. D'ailleurs, la dame Mivedor, c'est qui son mari? Son mari, c'est Sambiani. La dame qui était ministre, son mari, c'est Sambiani. Sambiani, c'est qui? Il était à la CENI. C'est eux qui ont organisé les fraudes électorales pendant longtemps. Et Sambiani qui était à la CENI, c'est qui? Il a deux femmes. Il avait épousé la première fille de Bagnan, Bamondi, qui est décédée. Et c'est ça, l'autre femme qui est Madame Mivedor. Donc, voilà des réalités qui pèsent sur la politique de notre pays, qu'il faut connaître. Et je vous dis, c'est ceux qui sont visibles, ça. Il y en a qui ne sont pas visibles. Il y en a qui ne sont pas visibles. Mais quand le régime a besoin d'eux, il les utilise. Contre le changement. Donc, tant que vous ne mettez pas fin à ce système-là, qui est transversal, c'est un système qui est transversal. Tant que vous ne mettez pas fin à ce système qui est transversal, vous aurez tous les problèmes. Vous aurez tous les problèmes. Donc, quelqu'un comme Jean-Lucien Sangi de Tové, il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Ils utilisent la symbolique. Quelqu'un comme Pascal Bodjona, son père n'a jamais basculé du côté des Yadema. Il le méprisait d'ailleurs. Il n'aimait pas Yadema. Moi, j'ai toujours vu le père de Pascal quand on était militant avec son meilleur ami, le commissaire Issa, à Accra plusieurs fois, chez Fogil, à Lomé, quand on a des meetings. C'est quelqu'un qui est resté droit. Il était chef CIR. Il était chef CIR. Il est resté droit jusqu'à sa mort. Il y en a d'autres comme ça qui sont restés droits jusqu'à leur mort. Mais il y a d'autres qui ont scellé cette alliance par naïveté avec les militaires. Donc, Yadema est toujours resté
reconnaissant aux enfants de ces gens-là. Ceux qui ont voulu jouer les dieux, il les a liquidés. Malheureusement, les ATDP sont morts à Soudou. Donc, le Togo porte en lui beaucoup de blessures. Il y a des blessures très profondes dans ce pays que les gens n'y s'imaginent même pas. Quand on assassine le commandant Komlan, dans quelles conditions il a été assassiné? Dans quelles conditions on a restitué le corps à ses parents? Djagba, la famille n'a jamais vu le corps. C'est des blessures qui sont très profondes dans le pays. C'est des blessures qui sont très profondes dans le pays. Et c'est parfois des alliances qui résistent au temps et qui sont intergénérationnelles. Donc, autour des Gnassingbé, vous avez un peu de progressistes, un peu de nationalistes. Et pourtant, les nationalistes croyaient naïvement que, en faisant venir les militaires, pour eux, c'était une manière de mettre fin au néocolonialisme. Mais ils ont oublié que c'est le colon qui a amené Yadima à assassiner Sylvanus Olympio. C'est là où ils ont commis l'erreur. C'est là où ils ont fait preuve de naïveté. J'analyse les faits de façon dépassionnée. Je m'en tiens juste aux faits. C'est là où ils ont fait preuve de naïveté. 2 ans après, quand ils se sont rendus compte en 69 que Yadima ne voulait pas laisser le pouvoir, et Yadima a viré certains du gouvernement, d'autres sont restés, dont les Mivedo jusqu'à aujourd'hui. Les Djobo Boukari ont refusé. Après, bon, vous avez vu son histoire, on l'a assassiné. Ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Donc, Sylvanus, je le dis, c'est lui qui est le premier à payer de sa vie pour le Togo. En plus des autres compagnons, que sont les Djagba, que sont les Atirepe, que sont je ne sais pas comment on les appelle, tous les autres, les Kolor, les Lazo, le chef d'Obli de Korbongou, qui est un membre de la famille maternelle de Sylvanus Olympio. Tous ces gens-là ont payé beaucoup. Donc, le nationalisme, c'est sur l'ensemble du territoire que les Togolais ont vécu ça. Donc, Sylvanus, c'est un patrimoine de tous les Togolais parce qu'il a été président et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour le nationalisme au Togo. Il n'est le patrimoine d'aucune famille, d'aucun groupe d'individus. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Chef Sire, c'était l'équivalent de préfet ou gouverneur, je ne sais pas, c'est selon, pendant le temps colonial, c'était l'équivalent de préfet ou de je ne sais pas quoi. Donc, je vais revenir, je vais inviter des gens. Je vous invite déjà à lire le livre de Abdoul Raouf. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce livre. Il y a d'autres livres. Je tiens à saluer le doyen Tété Godwin qui a fêté ses 98 ans ces jours-ci. C'est quelqu'un qui a traversé tout le temps, qui connaît presque tous les acteurs politiques. Depuis plus de 20 ans que je le connais, que je le fréquente. Quand je venais en France, j'allais le voir à Créteil, à l'université là-bas à Créteil, où il s'asseyait dans le restaurant pour écrire ses livres. Il a toujours envoyé ses premiers livres aux journalistes que nous sommes, parce qu'il publiait des pamphlets chez nous. Aujourd'hui, il a 98 ans. C'est un homme de mémoire qui a beaucoup fait dans la recherche. Et il y a d'autres. Donc, la génération d'aujourd'hui doit apprendre de ces vérités-là et comprendre les difficultés que la lutte rencontre aujourd'hui. L'imbrication de certaines personnalités, de certaines familles, de façon intergénérationnelle. Et la transversalité de ce régime-là. Maître Agba, si vous êtes dans le commentaire, vous pouvez donner le titre du livre à ceux qui en demandent. J'ai perdu le titre du livre. La transversalité de ces gens-là. Donc aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est comment mettre fin à cette dictature. Et la fin de ce système-là ne doit pas enchanter tout le monde. Ça ne doit pas enchanter tout le monde. Il faut le savoir. Ça ne doit pas enchanter tout le monde. Et la seule façon aujourd'hui de déconstruire ce système,
C'est de fait ce qu'on fait, la sensibilisation, la dénonciation, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais interpeller un certain nombre d'acteurs politiques en disant, quand on fait des analyses, les gens se fâchent, les gens insultent. Alors que quand vous êtes dans l'espace public, vous devez supporter les analyses. Si vous ne pouvez pas supporter les analyses, mais allez créer votre société et disparaissez de l'espace public. Aujourd'hui, on n'entend plus trop les leaders sur tout ce qui se passe au Togo. Tous les scandales, les problèmes, tout. Personne n'entend plus un leader. Quand les leaders sortent, c'est juste pour vous faire un communiqué pour dire oui, code électoral, ceci, tout ça. Là. On n'entend plus les leaders. La corruption, la mauvaise gouvernance, les difficultés, le manque de route, tout ça, on n'entend plus personne. On n'entend plus personne. Le professeur Gogué, il est aujourd'hui pratiquement le chef de file de l'opposition. C'est un brillant professeur d'université qui a formé des générations d'étudiants, d'économistes. Professeur, on aimerait vous entendre sur les questions économiques. On a besoin de vous entendre sur la dette du Togo. Pourquoi il y a autant de dettes au Togo? Où est passé l'argent? On a besoin de vous entendre quand on parle du port autonome de Lomé, quand on parle des mines qui sont dévoyées, quand on parle des banques qui sont privatisées. Vous êtes un économiste brillant. On a besoin de vous écouter, tout comme les autres opposants qui ont la capacité. Je vous interpelle parce que vous êtes économiste. Quand on parle de l'OTR, on vient de voter la loi de finances, vous êtes à l'Assemblée. On ne vous entend pas nous décortiquer la loi de finances et les goulots d'étranglement qui sont dans la loi de finances contre les Togolais. Vous savez que l'OTR a commencé par aller dans les maisons où les gens louaient pour leur imposer des taxes, toutes les maisons en location. L'OTR a commencé par aller dans les maisons et faire même des redressements aux gens. On a besoin de vous entendre. Tout comme on a besoin de vous entendre sur tous les privatisations, les mines. Parce que en entendant les gens que quand il faut dire, bon, il y a les élections, code électoral, dialogue, non. C'est la déconstruction de la dictature, c'est un travail de conscientisation de tous les jours. Donc, tous les dossiers de corruption, par exemple, la cession du port autonome de Lomé au groupe MSC, qu'est-ce qu'il y a derrière? La cession de IB Bank, qu'est-ce qu'il y a derrière? De la BTCI, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les mines qu'on est en train de creuser, c'est pas de manganèse à Dapan là-bas, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi il n'y a pas de l'eau potable? Pourquoi il y a ci? Pourquoi ça, il y a ça? Nous, les leaders d'opinion, on fait notre part. Mais vous, les hommes politiques, mais attendez. Mais quand on le dit, c'est pas pour... c'est une interpellation. J'estime que vous, en tant que professeur d'économie, M. Gogué, vous avez les compétences pour venir éclairer la lanterne des Togolais sur la question de la dette, sur les privatisations, que nous, comme ça. Aujourd'hui, c'est Ditri, plus ou moins, que je sollicite et on fait ça ensemble. Je te salue au passage, Ditri, qui fait d'excellentes analyses. Mais vous, en tant qu'homme politique, vous devez parler au peuple. Vous devez montrer que si vous avez le pouvoir, demain vous pouvez gouverner. Vous devez montrer que dans tel domaine, vous avez les clés pour gouverner le pays. Quand on vous interpelle, ce n'est pas par méchanceté. Le port autonome de Lomé, là, on vient de voter la loi de finances. On vient de voter la loi de finances. Vous l'avez, professeur Gogué. Vous savez, à travers ce document que vous avez étudié à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que le port apporte au budget de l'État? Qu'est-ce que les mines apportent au budget de l'État? Combien rapportent les phosphates? Combien rapporte la Lonato? Combien rapportent les mines qu'on est en train de creuser? Mais c'est le moment d'exposer tout ça au peuple togolais en demandant au gouvernement pourquoi le port qui fait autant d'activités n'apporte rien. La Lonato, la Caisse nationale de sécurité sociale, pourquoi on dépense autant d'argent pour construire des villas alors qu'on donne encore des allocations familiales à 2000 francs depuis 34 ans? Le prix du gaz butane, on en a parlé ici. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? J'ai un rapport du port autonome de Lomé. Je vais faire les publications dans les jours à venir. Si vous voyez ce qui se passe au port autonome de Lomé, c'est la catastrophe. Si vous voyez comment les gens manipulent l'argent du port autonome de Lomé, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Les difficultés des paysans, le manque d'engrais, les histoires de filières où les jeunes ont des difficultés. Mais on ne vous entend pas. Mais c'est vous qui devez rassembler les éléments pour
animer la contestation, faire des conférences de presse, faire des réunions. Et quand je dis professeur Goguet, je parle de l'ensemble de la classe politique. Je parle du professeur Goguet parce qu'il est un économiste. C'est pour ça que je l'interpelle.